présentation, donc présentée par Mallory Trocadéro. Donc, elle aussi est étudiante à l'UQAM en études littéraires, donc qui a travaillé sur un mémoire tout juste terminé, si j'ai bien suivi, sur l'ensauvagement du Ça. féminin, voilà, dans les romans de Elena Ferrante, donc, et de Goliarda Sapienza, pardon, j'en oublie une, et donc qui travaille aussi, qui continue son travail sur les communautés ensauvagées, notamment de la fin du monde, et qui aujourd'hui va nous parler d'un roman qui parle aussi de femmes plutôt ensauvagées aussi également, avec donc, je vais essayer de bien le dire, Fierce Femmes and Notorious Liars de Kai Chen Tom, donc, et de l'hybridation générique et de la gentilité dans ce roman. Donc déjà, merci de m'accueillir dans ce colloque vraiment super intéressant. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Donc, je commence tout de suite. Donc, à la suite de la publication de son premier roman, Freshwater, l'autrice Akwaeke Emezi confie dans son essai Writing into the Unknown l'appréhension qu'elle ressentait de présenter son manuscrit aux maisons d'édition. Elle écrit « Je continuais à chercher des histoires comme celles que je racontais, mais je ne les trouvais pas et cela me terrifiait. Peut-être étais-je censée écrire des histoires qui ressemblaient davantage à ce que les écrivains africains avaient fait auparavant. Peut-être que si je m'en tenais à des thèmes familiers, peut-être même attendus, je pourrais avoir un peu du succès qu'ils ont eu. Je ne pouvais pas reprocher aux autres écrivains de couleur de mon atelier d'écriture d'avaler leur travail au lieu de le présenter. Ils entendaient le même message diffusé par la gamme limitée de nos histoires mises à notre disposition. Un message qui semblait nous dire lesquelles de ces histoires seraient autorisées à passer les portes et lesquelles seraient retenues. Ce qu'elle regrette ici est l'assignation des autoristes africains et africaines à un certain type de récit. Dans le cas de Emezi, Yael serait assignée à un récit d'immigration ou à celui de sa vie en tant que personne noire ou en tant que personne trans non-binaire. Avec son roman Fierce Femme and Notorious Liar, A Dangerous Trans Girl Confabulous Memoir, publié en 2016, Kai Cheng Tom semble à sa manière elle aussi sortir des cadres génériques réservés aux personnes transgenres. Fierce Femme fait le récit d'une jeune femme transasiatique fuyant son foyer et la ville de Gloom, dans laquelle elle n'est pas acceptée, pour la City of Smoke and Lights, où elle espère pouvoir vivre sur la célèbre Street of Miracle avec les fiercest and most powerful femmes de la cité. Nous proposons dans cette communication d'analyser comment l'hybridation entre l'autofiction et le conte de fées permet à l'autrice de critiquer ses assignations génériques et à la fois de subvertir les codes de ces deux genres littéraires afin de proposer un récit marqué par la transgression. Il s'agira de définir ce qu'on entend par hybridation, puis nous interrogerons les caractéristiques et les limites des genres, de l'autofiction ou de l'autobiographie, dans lesquelles sont confinées les personnes trans, mais surtout celles des contes de fées. Dans leur ouvrage Texte hybride, paru en 2004, Dominique Budor et Walter Gertz tentent de tracer les contours du concept d'hybridation littéraire. C'est dans le contexte d'une hausse d'intérêt pour la recherche pour la marginalité, pour les opérations de déconstruction, de dissémination et de brassage que s'inscrit leur travail. Pour baliser l'hybridation, ils tentent de répondre à deux questions. L'attention aux figures et aux formes est-elle une recherche de confort pour l'esprit à l'heure du désenchantement? Et la pratique de l'hybridation ne risque-t-elle pas de restreindre le statut même de la notion de genre? Selon eux, il est d'abord nécessaire de différencier hybridation, hybridité et hybride. Le premier est le processus, le second le résultat de ce processus, et le dernier la qualité textuelle. C'est en s'appuyant sur les définitions biologiques et linguistiques qu'ils parviennent à une définition de l'hybridation, comme une combinaison féconde d'éléments différents qui n'implique pas de destruction préalable et affirme à partir de la coexistence d'éléments disparates mais compatibles, la force créatrice de la réunion qui proclame le composite et exalte l'ouverture de l'ordre nouvellement institué. Il ne s'agit pas alors de voir l'hybridation comme un processus qui vise à l'abolition des genres littéraires, mais plutôt qui cherche à questionner, voire à réinventer ces catégorisations par le biais d'un assemblage de deux ou plusieurs genres littéraires romanesques au sein d'une même œuvre. Comme nous l'avons énoncé plus tôt, nous avançons que Fierce Femme est un roman dans lequel a lieu l'hybridation entre autofiction ou autobiographie et le conte de fées. Notre hésitation à qualifier ce récit d'autobiographie, d'autofictif ou encore de mémoire tient de la porosité de ces mêmes catégories littéraires. Selon Philippe Lejeune, l'autobiographie serait un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité.
La possibilité de ce récit repose sur le pacte autobiographique, qui affirme dans le texte l'identité de l'auteur en tant qu'auteur, narrateur et personnage, ce qui n'est pas le cas dans Fierce Femme. Bien que la narratrice sans nom et l'autrice partagent des points communs, elles sont toutes deux des femmes trans, enfants de parents chinois ayant émigré pour trouver une stabilité financière par exemple. Cette affirmation d'auteur en tant qu'auteur, narrateur et personnage est absente dans le texte et le paratexte. L'autofiction semble mieux convenir pour qualifier le roman de Tom. Vincent Colonna définit l'autofiction comme un récit qui s'émancipe de ce pacte autobiographique, comme une œuvre littéraire par laquelle l'écrivain s'invente une personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle. Si dans l'autobiographie, l'auteur se représente lui-même, dans l'autofiction, il est davantage question d'une projection de soi, de l'élaboration d'une histoire fictive où l'écrivain joue un rôle sans chercher avant tout une mythique présence de soi. Colonna poursuit en écrivant que si l'auteur est présent dans son texte, ce n'est plus que sous la forme d'éclats, qui pourront aussi bien être un élément du décor, une bribe de dialogue, un geste ou un sentiment venu habiter le personnage. Pour cette raison, il nous semble pertinent alors de qualifier ce roman de récit autofictionnel. De plus, et comme l'écrit Roxane Nadeau dans son article dédié à Fierce Femme, Kai Cheng-Tom fait partie des autrices, trans ou non, qui déplorent le manque de diversité des discours trans dans le champ littéraire. Les nombreuses biographies et autobiographies des personnes trans ont créé une hégémonie discursive dans cette communauté, perpétuée d'une part par l'envie d'accéder à des récits de changement de genre complétés et par un certain voyeurisme malsain des personnes cisgenres d'autre part. Sans renier l'apport de ces récits, il reste qu'une trajectoire précise des personnes trans est privilégiée, celle qui met sous le feu des projecteurs le coming out et les chirurgies de confirmation de genre, comme des passages obligés, parce que fondés sur les attentes de personnes non trans en position de consommateurs, d'éditeurs et de médecins, pour le dire avec Nadeau. Dans les premières pages de son roman, Kai Cheng-Tom critique d'ailleurs cette hégémonie discursive. It's actually a very old archetype that trans girl stories get put into. This sort of tragic, plucky little orphan character who is just supposed to suffer through everything and wait, and if you're good and brave and patient and white and rich enough, then you get the big reward, which is that you get to be like everybody else who is white and boring. And then you marry the prince or the footballer player and live boringly ever after. We're like Cinderella waiting to go to the ball, like the little mermaid getting her tail surgically altered and her voice removed so that she can walk around on land. Those are the stories we get these days, or you know, one where we're dead. Les récits transgenres semblent alors s'inscrire dans deux trajectoires. Celle d'une transition success story qui répond au voyeurisme ou à la fétichisation éditoriale, ou celle d'une fin tragique semblable à une spectacularisation des violences systémiques dont sont victimes les personnes trans. Dans le récit de Kai Cheng-Tom, les questions reliées à la transidentité et aux violences systémiques telles que le racisme et la transphobie ne sont pas invisibilisées. Par exemple, un chapitre est dédié au rendez-vous de la narratrice avec le docteur Crocodile, réputé pour aider les femmes trans de la ville, mais qui s'avère n'offrir ses services qu'en échange de ce qu'il appelle la procédure standard et que nous nommerons une agression sexuelle. Une des principales différences entre le récit à l'étude et les récits autobiographiques ou autofictionnels réside dans le fait que Kai Cheng-Tom met l'accent sur le coming of age plutôt que le coming out. L'adjectif « confabulous » dans le titre aurait alors deux sens, celui d'inventer sa vie à l'image de l'autofiction et celui d'inventer des histoires pour combler une amnésie, dans le cas présent une amnésie sociale et discursive provoquée par l'hégémonie des récits trans. Le récit de Kai Cheng-Tom s'attacherait alors à combler cette amnésie et de rappeler à la communauté trans comme lectrice et éditrice cis que son histoire peut être de ces histoires dangereuses. That don't wait for you to invite it to enter, but burst through the doors of your rat-infested house like a glittering wind, hungry to snatch up the carpet and scatter the papers and smash every single plate in the kitchen. The surges darling up the battered stairs to blast the stained sheets of your filthy bed and sweep your secrets out of the closet and send them shrinking outside, overjoyed to be finally set free. Je me permets ici une courte parenthèse parce que je trouve vraiment intéressant que les histoires soient comparées à un vent nouveau détruisant une maison, surtout quand on pense à Patricia Smart qui compare la littérature à la maison du père et la littérature des femmes au sous-sol. Ici, il n'est plus question d'avoir une pièce à soi dans cette maison, mais bien de la saccager dans le but de la libérer. À la lumière de cette citation, il n'est pas étonnant de lire que le récit de Tom est considéré comme a fairy tale for brown girl, revolutionaries, sex workers and lovers, dans la mesure où l'autrice cherche à réinventer le happy ever after trans.
Plusieurs définitions du conte de fées peuvent être données. La première est celle de John Clute et John Grant, tirée de leur encyclopédie de la fantaisie, dont je me permets une traduction libre. Un conte de fées est une histoire écrite qui s'appuie sur le fantastique, bien qu'elle n'implique pas nécessairement des fées. Il se déroule généralement dans un endroit éloigné dans le temps et dans l'espace, ou les deux, comme dans Il était une fois. Il implique presque toujours une transformation, soit physique, soit par la découverte de soi, de sorte qu'à la fin, les gens ou les circonstances ont changé, ce qui permet généralement un happy ever after. Certains éléments de Fierce Femme nous permettent d'avancer qu'il pourrait également s'agir d'un conte de fées ou du moins d'un conte de fées hybride. Par exemple, sans qu'il se déroule dans un lointain temporel, Fierce Femme se déroule dans la ville de Gloom, Where the Sky is Always Grey, proche du littoral sur lequel viennent s'échouer les dernières sirènes aux cheveux turquoise et yeux dorés. C'est également la ville où la narratrice se lie d'amitié avec un fantôme qui a le don de calmer les abeilles qu'elle garde dans son ventre. Une fois arrivée dans The Street of Miracle, elle se lie d'amitié avec Rapunzel, ancienne métamorphe, et une sorcière qui lui enseignera la magie. Si John Clute et John Grant évacuent la question de leur définition, certaines avancent que le conte, à l'instar des fables, a une visée didactique et que traditionnellement, les fonctions du conte comme le Happy Ever After assurent la réinscription des personnages dans la normativité et surtout l'hétéronormativité. C'est du moins ce qu'on pourrait penser au regard des fonctions et des personnages archétypaux recensés en 1928 par le structuraliste Vladimir Propp. En analysant des contes merveilleux russes traditionnels, il considère le conte comme un récit aux fonctions narratives, fixes et à 7 personnages archétypaux, tels que le héros, la princesse, le mandateur, le donateur, l'auxiliaire et l'imposteur. Je vous épargne la liste des 31 fonctions du conte, mais je mentionnerai à titre d'exemple la transgression de l'interdit, la mise à l'épreuve du héros, le héros et le vilain se battant, la victoire du héros, le vilain est puni, le héros est transfiguré et épouse la princesse. Nous souhaitons nous éloigner de l'approche de Propp dont le but était de classer les contes selon leur structure et non leur sujet. Cependant, on trouve certaines des fonctions énoncées plutôt dans le récit de Tom qui laisse déjà entrevoir les subversions à l'œuvre dans le roman. La première est le récit à la première personne du point de vue de la narratrice, qui endosse en même temps ou de manière alternative le rôle du héros et de la princesse. Au début du récit, elle est à l'image du héros qui quitte son village pour une aventure ou une quête. Ici, la recherche d'un lieu où elle pourra vivre de manière authentique sans avoir à cacher sa transidentité. Sur la route vers The City of Light and Smoke, au lieu d'endosser le rôle de la princesse en détresse, lorsqu'elle se fait attaquer par un homme, elle prétend d'être Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany's, delicate, demure, helpless, avant de mettre son agresseur à terre et de le passer à tabac, son père lui ayant appris comment tuer un homme à main nue. Nous disions plutôt que certains affirment que le conte de fées réinscrit les personnages dans la normativité et l'hétéronormativité. D'autres, comme Kay Turner et Pauline Greenhill, avancent dans leur ouvrage Transgressive Tale Queering the Greens que les contes de fées sont fondamentalement queer. Si ce terme renvoie d'abord au sens qui lui est donné au XIXe siècle, signifiant ce qui est bizarre, étrange, excentrique, différent et pourtant attrayant, au regard des théories contemporaines, elles avancent que les contes sont queer par les questions qu'ils abordent, telles que les préoccupations relatives à la marginalisation et au fait de ne pas s'intégrer dans la société en général. Au-delà des thématiques, elles écrivent que les conventions génériques des contes de fées définissent une sorte de queerness dans la forme même de l'histoire. Cette qualité, due avant tout à l'interpénétration de la fantaisie et de la réalité et à l'acceptation d'un monde magique dans les contes, permet l'excentricité et la fabrication d'objets étranges et invite également à l'ambiguïté et à l'ambivalence. L'hybridation à l'œuvre dans le récit favorise la création d'un objet romanesque étrange, à la fois subversif et réparateur. Subversif en effet, car dans l'autobiographie, l'autofiction et les contes de fées, on s'attend à un happy ever after. Tom fait le choix de ne répondre ni au transition success story, ni au mariage du prince et de la princesse. Je m'explique. Après sa visite chez le docteur Crocodile, la narratrice refuse d'y retourner une fois ses hormones en poche. C'est par les chaussures à talons, les robes et le maquillage qu'elle exprime son genre, admettant haut et fort que lorsqu'une femme se moque d'elle, qu'elle don't give a shit about how big your boobs are. I'm just as much as a woman as you. I am as fierce and fabulous as anyone here, and I don't give a shit about what you think. Le chapitre sur la cosition des chaussures à talons, d'une certaine manière, rappelle d'ailleurs le conte de Cendrillon, dans lequel l'héroïne devient princesse en les portant, et que ce sont bien ces talons qui lui permettent d'accéder à sa fin heureuse. Ici, l'acquisition des talons n'est qu'une fin
n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Loin de pousser la narratrice vers un château ou un prince, les talons, au contraire, sont perçus comme son armure qu'elle portera pour se battre avec son gang appelé Lipstick Lacerators. C'est en détournant l'attention sur le coming of age plutôt que sur la transition médicale que Tom subvertit les scripts autobiographiques et autofictionnels de la transidentité. Du côté des contes de fées, là aussi, il y a subversion. Lorsque la narratrice fait encore partie de son gang de rue, elle rencontre le personnage du prince. Trans comme elle, féru de littérature et d'escapades dans les cimetières comme elle, il semble en tout point être parfait. Amoureuse, elle décide de le suivre et au bout d'un certain temps de vivre avec lui dans son appartement luxueux, avec un ascenseur en chrome, les chandeliers gigantesques en cristal, des portes en chêne massif qui ouvrent sur des salles immenses décorées de statues et de tableaux contemporains. Pourtant, parce que le papier toilette dans ce château semble si luxueux qu'on dirait de la soie, elle réalise qu'elle n'est pas à sa place et que le prince, inconsciemment, tente de l'inscrire dans une happy ending dans laquelle la narratrice reprend ses études, devient autrice à succès et épouse le prince. Toutefois, cette histoire n'est pas celle de la narratrice. Elle écrit « It is not the story of how I ran away from home like a little trans baby princess Cinderella, got rescued by a handsome transgender prince, and vanished happily ever after into the vast palace of middle class. You still don't know why I'm living? Honey, it's because I ran away to find myself and so that I would never ever be stuck in a story that someone else wrote for me. » On est amené alors, par la subversion de ces scripts, à réaliser qu'il ne s'agit pas d'avoir une fin heureuse normative, mais d'avoir la capacité d'écrire la sienne comme on l'entend, capacité grâce à laquelle surgit la possibilité réparatrice de Fierce Femme. C'est ce que permet l'hybridation entre l'autofiction et le conte, à la fois pour la narratrice et pour ses amis de la rue des miracles. Par l'irruption de la fantaisie, l'autrice mythifie certains personnages par l'onomastique, des apparitions ou le récit de vie raconté sous forme presque de légende. C'est le cas par exemple de Marie-Ève, la propriétaire du Lilith's Den, où la narratrice achète ses talons, ou de Valkyrie, la déesse de la guerre. Plus encore, c'est le cas de la First Femme, gardienne de la rue des miracles. Elle apparaît alors que la narratrice est poursuivie par un policier. Tous deux arrivés près de la fontaine de la First Femme, le policier est sur le point de tuer la narratrice, mais la gardienne apparaît, enchante les vignes qui entourent sa statue et emporte le policier au fond de la fontaine où il ne pourra plus blesser personne. Si le surgissement de la fantaisie dans Fierce Femme de Kai Ching-Tong peut être lu à la fois à la lumière des contes et à celle de la métaphore, il n'en reste pas moins que dans les deux cas, on assiste à une mythification des personnages trans dans le récit, qui s'inscrit dans la volonté d'une part de réinscrire cette communauté dans le champ littéraire et historique dont elle a été effacée ou invisibilisée, et de multiplier les possibles des récits trans d'autre part. Par la subversion de certaines fonctions et personnages archétypaux des contes de fées, par la subversion de l'autofiction, mais surtout par la fuite de la narratrice princesse devenue The Greatest Escape Artist in the Whole World, Tom propose un récit qui n'est pas sans rappeler les mots de Albert Stamp dans The Queer Art of Failure. Je cite « We will wander, improvise, fall short and move in circle. We will lose our way, our cars, our agenda and possibly our minds, but in losing we will find another way of making meaning in which no one gets left behind. » Car ce qui est important pour Tom isn't whether something is true or false. Maybe what matters is the story itself, what kinds of doors it opens, and what kind of dreams it brings. C'est tout, merci.